Le 15 de France nous fait rêver avec une splendide victoire sur les All Blacks. On a retrouvé l'équipe de France à San Siro hier soir face à l'Italie. Jorge Martin, le Martinator, est champion du monde de MotoGP et entre dans l'histoire. Yannick Sinner conclut une année incroyable après sa victoire en finale du Masters. Les Françaises battues par la Colombie qui sont reléguées en tennis toujours. Le championnat de basket français et ce qui s'est passé ce week-end en NBA. Salut, c'est Ego, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 17 novembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du week-end. Sur le combo sportif, c'est parti générique. Et bah c'est ce qu'on appelle une soirée totalement réussie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve, nous sommes le 18 novembre, on se retrouve dans le froid là qui arrive tout doucement, on se réchauffe, on essaie de se réconforter un petit peu. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Alors, on va commencer par parler du 15 de France, hein. Pour moi c'est l'actu de ce week-end, avec les Bleus au foot aussi, on en parlera juste après, mais waouh, samedi soir on va reprendre dans l'ordre chronologique. Quel match de la part des Bleus et quelle rencontre surtout. Du début à la fin, on a été totalement, personnellement, j'étais totalement sous le charme de ce match incroyable qui a commencé avec un cas spectaculaire dans un stade de France plongé dans le noir, et ça fait plaisir aussi que le haka a été totalement respecté. C'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques temps, on voit le haka qui se fait de moins en moins respecter, notamment dans des stades, je pense à l'Irlande ou à l'Angleterre ces dernières semaines où les Blacks ont joué avant de venir en France. Il y a des fois il y a quelques sifflets ou je trouve que c'est quand même assez dommage, et pour le coup franchement ça fait plaisir de voir le public français aussi respectueux et aussi ordonné face à ce moment toujours rempli d'histoire et d'émotion quoi. C'est quand même un moment qui est fou, et surtout pour les Néo-Zélandais qui en appellent du coup à leurs ancêtres, etc. Donc c'est vraiment un moment chargé d'histoire, et je trouve ça bien qu'on ait respecté ce moment-là. Et puis la bataille a débuté quoi. C'est parti à fond, ça tapait fort, ça a joué très vite, ça a joué très malin. Et les Blacks ils ont très longtemps mené au score. Ils nous ont proposé une partie quand même assez folle, et franchement s'ils l'avaient emporté, ça aurait pas été immérité. Aussi, on peut parler de la prestation de l'équipe de France qui s'est pas résignée malgré les sorties sur blessure très très rapide de notre pilier gauche, Tatafou si je vous dis pas de bêtises, sorti au bout de 5 minutes, lui qui attendait ce match parce qu'il a de la famille qui vient de Nouvelle-Zélande, donc non, une rencontre quand même assez exceptionnelle, et les Blacks qui battent surtout pour la 3e fois consécutive la Nouvelle-Zélande. C'est une première depuis à peu près 30 ans si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est de bon augure, c'est de très bon augure même pour le tournoi de destination qui se profile en début d'année prochaine, et surtout c'est de bon augure avant d'affronter l'Argentine la semaine prochaine, et l'Argentine qui sera encore une fois pas un adversaire à prendre à la légère, parce que l'Argentine a sorti un gros match aussi ce week-end, donc va falloir se méfier d'eux. Ils ont terrassé le Pays de Galles, même si le Pays de Galles est vraiment au fond du trou en ce moment malheureusement, mais les Argentins, attention à eux, et il va falloir assurer dès la semaine prochaine, le 3e et dernier match de cette tournée d'automne pour le 15 de France. Mais revenons un petit peu du coup sur cette rencontre folle. Alors j'ai oublié je suis en déplacement cette semaine, et comme un imbécile j'ai oublié mon trépied, donc là je suis en train de vous faire un podcast qui va durer au moins une demi-heure avec le micro dans la main gauche et le filtre anti-pop dans la main droite. Donc autant vous dire qu'il va y avoir quelques petits moments où je vais essayer de pas faire trop de bruit, mais pour descendre les infos et pas vous dire des bêtises comme d'hab, j'ai besoin de mes notes, donc faut que je descende tout ça sur l'ordinateur. Donc on va bien se marier aujourd'hui, mais ça devrait le faire, vous inquiétez pas. Alors, revenons sur ce match assez fou ce match. Des nombreuses combinaisons hyper rapides, des joueurs hyper agressifs dans les zones de collision, et des Blacks qui ont super bien lu les intervalles et qui nous ont vraiment embêtés là-dessus. Franchement, sur les impacts, les Blacks avançaient à chaque fois, la conquête était folle quoi, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'en première période on a quand même pas mal subi, on rentre à la mi-temps à la mi-temps quand même mené, même si on a bien réagi après être mené 3-14 et avoir encaissé 2 essais.
On a quand même bien réagi, on est revenu dans le match et surtout le début de deuxième période a été totalement fou. Le début de deuxième période, directement des stop and go et les avants qui travaillent, qui avancent pour marquer. Parlons aussi effectivement du premier essai de Romain Buros. Et oui, première sélection, premier essai pour l'arrière de l'UBB. Incroyable, incroyable quand même, marquer son premier essai face aux Blacks comme ça dans un stade de 80 000 personnes. Enfin, je veux dire, à mon avis, niveau émotion, niveau émotion, je pense qu'on n'a jamais été aussi haut. Je pense pour quelqu'un dans le sport comme ça, c'est tout le monde, enfin c'est le rêve de tout le monde, je pense. Donc voilà, premier essai en force du joueur de Bordeaux qui a permis au 15 de France de recoller après une bonne passe de Thomas Ramos, qui était une nouvelle fois titulaire en demi d'ouverture, voilà, au grand déboire de Mathieu Jalibert. Mais voilà, Thomas Ramos est encore associé à Antoine Dupont dans la charnière, et du coup Romain Buros qui a pris la place de Léo Barré en arrière au numéro 15. Poursuivons, alors que je vous dise pas ce bêtise, c'est de vous refaire un petit peu le fil du match. Le fil du match aussi, c'était le retour s'arrête de Gabin Villiers, qui franchement était dans le combat, comme on le connaît, un gros défenseur et qui n'a jamais lâché. Donc ça fait plaisir de le revoir, franchement, pour lui qui a vécu des périodes à mon avis très compliquées avec de nombreuses blessures. Mais voilà, il a répondu présent et c'est le principal. Et enfin, la dernière personne que j'ai envie de citer quand même, c'est Monsieur Louis je bégaye carrément. Tellement il va vite dans ses courses, ça me fait bégayer aussi. Louis Bielbarré, LBB, waouh, incroyable, quel essai, mais quel essai. Oh, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, il a fait passer les trois quarts de la Nouvelle-Zélande pour des mecs qui courent pas vite, alors que franchement c'est déjà des machines de guerre niveau vitesse, mais là, LBB, qu'est-ce qu'il nous a fait, quoi. Récupération de Thomas Ramos dans un turnover un peu bizarre, une passe mal assurée, un ballon qui traîne, un peu les zones de chaos, un peu on sait pas trop, des zones désorganisées. Thomas Ramos qui met un magnifique coup de pied, et Louis Bielbarré qui sprint à une vitesse, je crois il a été flashé à 35 km/h, mais c'est monstrueux, et qui s'en va aplatir. Il a fait un match encore une nouvelle fois, mais stratosphérique en défense comme en attaque. 80 minutes de folie pour l'ailier de l'UBB. Et d'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, mais sur TikTok, j'ai vu passer une vidéo à la fin du match. Quand tout le monde se serre la main, bah lui, il est à quatre pattes, un peu plus loin, et littéralement, il vomit, quoi. Il vomit à cause de l'effort monstrueux qu'il a fourni. Donc, moi, je trouve ce sport impressionnant, quoi, de combat, de volonté de gagner, etc. C'est qu'un match amical à la base quand même si c'est les Blacks, etc. Au rugby, il n'y a pas vraiment de match amical, mais voilà, là c'était un match amical. Le mec il finit les deux mains sur les genoux en train de vomir. Je veux dire, c'est exceptionnel, quoi. C'est fou. Juste pour ça, j'adore le rugby. Incroyable. Et pour finir sur cette performance du 15 de France, les supporters saluent la performance XXL des Bleus face aux Blacks, soulignant l'intensité du match et de la fierté retrouvée dans le rugby. Mention spéciale à Buros pour sa première et à Louis Bielbarré pour son étincelle, rappelant Dominici. Voilà ce que disent les lecteurs sur l'équipe pour citer le média concerné. Voilà, incroyable prestation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce match? Pas peut-être un petit côté sur les blessures avec Tevita Tatafou qui a subi une béquille au genou gauche. On a vu directement au bout de 2 minutes de jeu, c'est un All Black qui du coup a pris le genou de Tatafou en pleine poire, comme on dit, et il était complètement sonné, hein. Il est sorti, il était plus là, je pense qu'il se demandait ce qui se passait. Lui il a pas dû voir 80 000 personnes, il a dû voir le double, 160 000, tellement il devait plus être trop là. Franchement j'espère que ça va pour lui, parce que on a eu un peu peur quand même. Et puis Romain Taofi Fenoua qui a été victime d'une commotion cérébrale, donc voilà, je pense qu'il va être préservé, c'est même sûr, il jouera pas face à l'Argentine, mais voilà, les deux un petit peu pépins de la soirée. Après pour Tatafou c'est plus de peur que de mal, je pense, mais même si je pense qu'il sera préservé pour la rencontre face à l'Argentine. Est-ce qu'on parle vite fait de Pro D2? On peut parler vite fait de Pro D2 parce que il y a eu des matchs de Pro D2. On va rester sur le rugby avant de passer au football. Et il y a eu des belles rencontres une nouvelle fois. La Pro D2, on va passer rapidement, mais Grenoble qui est passé en tête de cette Pro D2. Franchement, les Grenoblois où je mets des coups dans le micro, ça va pas le faire. Désolé. Du coup, je disais que les Grenoblois qui enchaînent après une victoire sur le terrain d'Oyonnax la semaine passée, qui gagnent une nouvelle fois chez eux à la maison au Stade des Alpes avec le
bonus offensif face à Soyo-Angoulême 37-7. Grosse victoire des Grenoblois qui prennent donc la tête malgré la victoire de Montauban sur le terrain d'Agen. Voilà, Montauban qui poursuit le rythme incroyable toujours, les joueurs de Montauban. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette journée de Pro D2? C'est que Oyonnax est au plus mal. Oyonnax qui était en top 14 l'année dernière, qui se retrouve au fin fond du classement. Alors pour vous dire pas de bêtises, je vais regarder en même temps. Tac, voilà. Donc un petit point classement avec Oyonnax qui se retrouve 14e sur 16 équipes avec le même nombre de points que Nevers et Valence Roman. D'ailleurs, Valence s'est imposé à domicile face à Oyonnax, voilà, qui recolle. En dernière place, on a le Stade Niçois qui reste dernier, le promu, qui continue de se battre tout de même. C'est clairement pas fini pour les Niçois. Voilà, Oyonnax clairement dans le dur, un 4ème défaite en 5 matchs, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'ils vont se sauver, est-ce qu'ils vont réagir? On saura ça très rapidement parce que le prochain match ils reçoivent chez eux, donc on verra s'ils ont une réaction d'orgueil ou est-ce que ça va plonger, on verra tout ça. Sinon dans les autres résultats, c'est Dax qui a signé un grand coup à domicile en s'imposant avec le bonus offensif face à Mont-de-Marsan, qui se donne un peu d'air les Daxois après une période un peu compliquée. Voilà, ils se relancent un petit peu dans ce championnat de Pro D2. Le Stade Aurillacois aussi, Aurillac qui a emporté avec le bonus, si je vous dis pas de bêtises, et franchement ça doit également leur faire du bien. En tête du classement, du coup, on retrouve Grenoble suivi par Montauban, suivi de Brive, de Biarritz, le BO, suivi de Provence Rugby et de Béziers. Donc voilà, quand même 6 équipes qui se détachent un petit peu en tête, et avec Grenoble et Montauban quand même qui sont un petit peu au-dessus du lot pour le moment. Assez parlé de rugby, parlons football à présent. Et alors, je retrouve ma petite page pour pas vous donner des fausses informations. Ça se trouve où? J'ai tout perdu. Tac. Écoutez, je retrouve pas. C'est super. Bon, on va parler rapidement d'équipe de France. Parlons rapidement de l'équipe de France hier soir, qui franchement, ça fait du bien de voir une équipe de France comme ça. Attention du son. Hop là, on coupe le son. Ouais, franchement, ça fait du bien de voir une équipe de France comme ça, réaliste qui allait s'imposer en Italie, à Milan, à San Siro. Franchement, ça fait du bien, et en plus avec les deux buts d'écart que les Bleus ont compté au compteur de score, j'allais dire, mais on comptait au tableau d'affichage, c'est mieux comme ça. Au tableau d'affichage, ça fait 3-1 et ça fait 2 buts d'écart, et ça fait que la France est première de son groupe, et la France se qualifie directement pour les demi-finales, si je dis pas de bêtises, de la Ligue des Nations. Voilà, donc la France qui a livré franchement une belle partie et qui ont été hyper réalistes sur coup de pied arrêté notamment, avec un doublé pour Adrien Rabiot, voilà, qui a joué quelques années et qui joue d'ailleurs toujours à la Juve. Ah non, il joue à Marseille, qu'est-ce que je vous dis? De retour en Italie du coup. Donc pour Adrien Rabiot, c'est compliqué ce soir, hein. La fatigue est présente, je m'excuse, je bégaye un petit peu. Mais voilà, Adrien Rabiot qui signe un doublé, et on va parler aussi du coup franc de Lucas Digne. Incroyable coup franc brossé de la patte gauche qui finit sur le poteau et qui rebondit sur le dos du gardien italien pour rentrer dans les buts. Incroyable but du défenseur gauche. Lui, ça fait plaisir aussi pour Lucas Digne, parce que Lucas Digne, c'est typiquement le joueur qu'on voit tout le temps. On a l'impression qu'on regarde les pires matchs d'équipe de France, tout le temps, enfin les matchs amicaux, les matchs de Ligue des Nations, il est tout le temps là, mais alors sur les grandes compétitions, le pauvre, il est jamais là. Du coup, ça fait plaisir de le voir marquer un but comme ça doit lui faire du baume au cœur, comme on dit. Mais ouais, la France très réaliste sur coup de pied arrêté, avec une ouverture du score hyper précoce dès la 2e minute, sur un beau coup de tête de Adrien Rabiot, qui a été tiré par Lucas Digne. Voilà les deux protagonistes qui ont permis à la France de l'emporter hier soir. Et ouais, le but du coup du 2-0 à la 33e pour Lucas Digne, mais 2 minutes plus tard, la France qui a subi le but des Italiens, une belle action collective sur une perte de balle un peu bête de Jules Koundé, voilà, un beau centre avec Andrea Cambiaso qui a été oublié au 2e poteau et qui a parfaitement ajusté Mike Maignan. Ça faisait 2-1 à la pause, et enfin le but du 3-1, le but de la première place pour Adrien Rabiot à la 65e minute, avec un nouveau corner de Lucas Digne. Donc ça fait 2 passes D, un but pour Lucas Digne, et qui a permis du coup à Adrien Rabiot de marquer, et surtout à la France de finir premier
premier de son groupe, et la France s'est quand même fait peur jusqu'au bout avec une sacrée frappe de Moiskin qui a failli finir au fond, mais Mike Maignan a sauvé la patrie, comme on dit, et ça a permis aux Français de finir premier de leur groupe. Donc voilà, qu'est-ce qu'en disent les lecteurs de l'équipe? L'équipe de France a brillé contre l'Italie, Rabiot et Digne ont été salués pour leur performance. Certains fans regrettent le manque d'automatisme, mais louent le retour en forme de l'équipe de France. Je pense que c'est plutôt pas mal résumé, hein, surtout après l'énorme déconvenue face à Israël jeudi dernier, avec un stade qui était vide, une ambiance morose, sur fond géopolitique totalement pesant, et un match nul 0-0 totalement horrible, quoi. C'est le foot qu'on n'aime pas, quoi. Et bah écoutez, hier soir les joueurs ont quand même mouillé le maillot, se sont donnés, et je pense qu'ils ont regardé le 15 de France samedi soir à la télé et se sont peut-être dit il va falloir qu'on fasse pareil, ou du moins aussi bien, tenter de faire au moins aussi bien, et il va falloir qu'on se bouge. Donc je pense qu'ils ont bien fait le boulot, ils ont fait le job, franchement bravo à eux. Il n'y avait rien à dire dans les attitudes, même dans le match ils se sont battus de la première à la dernière minute, et une victoire 3 en Italie c'est quand même pas anodin, parce que l'Italie est en forme en ce moment, et l'Italie enchaînait bien. Ils étaient allés s'imposer 2-3 jours avant en Belgique, donc voilà, c'est pas une victoire anodine. Et franchement, tout à l'honneur des Français, quoi. Ça, je pense qu'ils ont été touchés un peu dans leur ego ces derniers temps, et ça fait plaisir. D'ailleurs, pour parler rapidement de l'Israël, qui s'est imposé à domicile 1-0, à domicile. Ils recevaient la Belgique dans un stade bien sûr délocalisé, mais ils l'ont emporté face à la Belgique 1-0. Voilà, les Belges un peu au fond du trou quand même, hein. Malgré, ils se maintiennent quand même ils vont devoir jouer un match de barrage pour se maintenir dans la première ligue de Ligue des Nations, dans le chapeau le plus haut. Mais voilà, Israël qui est quand même surpris les Belges, et c'est quand même un peu inquiétant pour les Belges. Et d'ailleurs aussi, on va parler rapidement de l'Angleterre qui l'a emporté 5-0 face à l'Irlande, et qui remonte en Ligue 1, en Ligue A, je sais pas comment on dit, dans la première ligue de Ligue des Nations. Voilà, les Anglais qui étaient descendus quand même, et qui remontent après avoir bien négocié une période de 6 matchs où ils finissent en tête de leur groupe. Nous avons bien parlé de football, alors que je vais reprendre mon petit programme comme d'habitude, ma petite trame, et on va parler de MotoGP. Parlons de sport automobile, de MotoGP, avec le Martinator, Jorge Martin, champion du monde de MotoGP. Incroyable, parce que je pense que vous connaissez pas trop la moto, certains pour qui m'écoutent. Moi je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert, mais voilà, la moto en gros, si vous voulez, il y a les écuries constructeurs, on va dire publics, quoi, comme Yamaha, comme Ducati, comme j'en ai plus d'autres en tête, mais voilà, vous m'avez compris, quoi. Et il y a des écuries privées, voilà, avec des sponsors privés. Je sais pas exactement c'est quoi la différence entre les deux, mais enfin tout ça pour vous dire que les écuries publiques sont souvent des motos bien plus performantes, c'est les motos à la pointe de la technologie que les motos d'écuries privées. Et Jorge Martin, c'est le premier pilote de l'histoire à s'imposer avec une écurie privée, à savoir Prima. Voilà, il me semble qu'ils ont un moteur Ducati quand même. Voilà, incroyable qui s'est imposé. Donc après un duel final et une saison complètement folle dans un duel avec Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia pour être précis. Voilà, Jorge Martin, il a remporté cette saison que 3 grands prix, mais comparé à Francesco Bagnaia qui en a gagné 11, mais comme quoi, écoutez, la régularité a primé sur cette saison. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffre qui peut être intéressant? Tic. Voyons voir cette pole position. Tac. Ouais, une écurie indépendante, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est quand même fou, d'être champion. C'est la première fois de l'histoire, si vous voulez, qu'un pilote est champion du monde avec une écurie indépendante. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Et oui, pour parler quand même de la course qui était en jeu, c'était à Barcelone, le dernier Grand Prix de la saison qui devait se tenir à Valence à la base, mais vous connaissez les malheureux événements qui se sont passés à Valence récemment. J'en ai parlé d'ailleurs dans mes podcasts Actu du jour, où j'envoyais un gros message de soutien aux Espagnols qui ont été touchés par les inondations à Valence, et du coup le Grand Prix a été délocalisé à Barcelone. Et l'Italien, Bagnaia avait 19 points à reprendre sur Martin avant le début du week-end. Et Martin a perdu que 10 points sur la course, parce qu'il a terminé 3ème dans la course gagnée par Bagnaia. Donc ça n'a pas suffi.
Et franchement, c'est exceptionnel. Une saison folle avec aussi le retour de Marc Marquez aux affaires, Fabio Quartararo qui est revenu un petit peu aussi, qui a retrouvé du rythme en fin d'année. Si Yamaha arrive à sortir une moto performante et qui peut se battre dans les premières places, on aurait un duel fantastique en tête. Alors malheureusement Martin, je pense pas qu'il soit dans la bataille l'année prochaine, mais vu que l'écurie privée, ça va être compliqué. Mais incroyable saison en MotoGP, un dénouement totalement fou. Et pardon, je te faisais cracher dessus, j'espère que ça vous a pas cassé les oreilles. Et voilà, et d'ailleurs l'année prochaine, Marc Marquez qui rejoint Ducati, ça va être fantastique. Je pense que tous les fans de MotoGP ont hâte là, c'est déjà d'être à la première course de la saison prochaine avec Marquez chez Ducati aux côtés de Bagnaia, ça va envoyer du steak comme dit l'expression. Franchement, on a trop hâte. Ça va être fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ah oui, la célébration. Je sais pas si vous avez vu la célébration de Martin quand il était champion du monde. Là, il sort d'un cube en tapant du pied par une porte et il limite le fait qu'il tire avec un pistolet avec ses doigts. Il y a une sorte de cube en verre qui se brise et dedans il y a le casque de champion du monde. Voilà, célébration de ouf avec un masque de Robocop un peu, de mi-humain, un peu comme je sais plus la rêve du film, mais voilà, faut aller la voir, elle est folle la célébration. Il se met une petite Red Bull sur la truffe aussi en passant, petit rafraîchissement, quand même faut pas déconner. Mais non, incroyable célébration de Roy Martin, nouveau champion du monde de MotoGP du coup comme je vous le disais, et la victoire pour Pramac, surtout écurie privée. Première fois dans l'ère de la MotoGP, ça fait extrêmement plaisir de voir aussi des écuries comme ça qui arrivent à performer, à gagner, et ça annonce encore un spectacle qui va être totalement fou dans les prochaines saisons, et on a déjà hâte d'être l'année prochaine. Écoutez, clap de fin pour la MotoGP cette saison, et merci à tous ces pilotes pour le spectacle de ouf qu'ils nous ont encore proposé cette saison, et surtout les risques qu'ils prennent. Enfin, c'est des grands malades, hein. Disons-le clairement, c'est des grands fous. Bref, alors hop, on enlève le petit cash. Et on va aller regarder la suite du programme. Yannick Sinner, on va parler de tennis du coup, Hop, attendez, je check un petit peu mes notes, je check ce que j'ai à vous dire encore. On a déjà 22 minutes d'enregistrement, je vais éviter de faire trop long. Donc on va essayer de se dépêcher un petit peu, hein. Il faut quand même que vous ayez le temps d'écouter ce podcast parce que les actus du jour, ça revient dès demain soir, le mardi. Donc quand même que vous ayez le temps de faire un petit peu le tri dans les infos du week-end. Hop, le tennis. Le tennis. Hop. Hop, tac. Attention, un petit son. Hop, on coupe. Yannick Sinner. Parlons de Yannick Sinner. Ces dernières semaines qui est juste monstrueux. Cette saison qui a été même monstrueux. Yannick Sinner qui l'emporte après une semaine de Masters sur l'italien. C'est lui qui est italien. Yannick Sinner qui s'impose en Italie. Du coup à Turin, il était à domicile pour ses ATP Finals. Voilà, qui s'impose face à Tyler Fritz, l'américain qui n'était pas forcément attendu en finale, hein, même complètement pas attendu, numéro 5 mondial, qui a réussi à se qualifier en finale et qui, en éliminant Zverev, qui était pourtant dans une grande forme Zverev, mais qui a cédé dans le tie-break du 3e set en demi-finale. Et du coup, victoire 6-4, 6-4 pour Yannick Sinner en finale de ce Masters. Et première fois depuis 1986, ça a souligné qu'un joueur gagne le Masters sans concéder le moindre set. Voilà, pour vous dire à quel point l'Italien marche sur l'eau. Et dans une saison où il aura franchement dominé de la tête aux pieds le numéro 1 mondial, rien à dire, mis à part un petit problème de consommation illicite, on ne dira pas plus, mais voilà, quelques personnes peuvent un peu décrire ça, mais tennistiquement parlant, ça a été le meilleur joueur sur cette saison, bien meilleur qu'Alcaraz, malgré le fait qu'il ait gagné 2 grands chelems. Niveau régularité, il n'y a pas mieux que Yannick Sinner, et franchement une science du jeu exceptionnelle, quoi. Exceptionnel. Donc tac, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tournoi? Écoutez, moi je vais être peut-être un petit peu critique vis-à-vis du Masters, mais je trouve que c'est un tournoi franchement qui manque de goût. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, je dirais pas qu'on se fait chier en regardant le Masters, mais pas loin, quoi. C'est une semaine, j'ai pas l'impression que ça transcende grand monde. Personne suit le Masters à part les grands fans de tennis. Enfin, pour moi, c'est un peu le tournoi de trop, le tournoi qui est là. Il nous saoule plus qu'autre chose, quoi.
on n'a pas forcément envie de regarder après une saison hyper chargée. Déjà la semaine d'avant, il y a le Masters 1000 de Bercy. Bon, on suit parce qu'on a nos Français souvent qui font des perfs, etc. Donc là, forcément, on est un peu plus attiré par ça, mais le Masters, en fait, la saison est interminable, quoi. Et là, la saison commence début janvier, on est fin novembre. Il y a encore des matchs et on a eu tous les grands chelems, tous les gros tournois, etc. Et ce Masters, c'est pas qu'il veut un peu tout et rien dire pour moi, mais si, en vrai, ça veut un peu tout et rien dire. La preuve, à part Yannick Sinner qui est monstrueux en fin de saison et qui gagne tous ses matchs, il joue face à Taylor Fritz, qui est pas forcément le joueur qu'on attendait et bon, qui a quand même, on va pas enlever le mérite, hein, bien sûr, à Fritz, à l'américain, mais voilà, enfin, je veux dire. On a vu Alcaraz en conférence de presse qui se déclarait épuisé mentalement. On a des joueurs qui craquent comme Medvedev. Bon, ça, c'est typique à chacun des joueurs. Mais voilà, Medvedev qui craque, qui balance ses raquettes dans tous les sens. On a Djokovic qui est blessé, qui est pas là. Voilà, on a je veux dire, pour moi, ce tournoi, c'est pas qu'il a aucun intérêt, mais pas loin. Mis à part convenir des fans de tennis qui veulent en voir toujours plus et qui veulent se régaler, dépend même de la santé physique ou mentale des joueurs. Je trouve pas que ce soit un tournoi fantastique. Voilà, c'est mon avis. Vous avez sûrement le vôtre aussi. Voilà, j'ai dit ce que j'en pensais, mais pour moi, c'était pas un tournoi flamboyant, quoi. Mais bon, fin de saison en apothéose pour Sinner. Et bah surtout, c'est le meilleur joueur de circuit, quoi. En ce moment, il n'y a pas à dire, c'est lui le meilleur. Donc bravo à lui pour sa performance XXL, quoi. Rien à dire. Et du coup, bah, une coupure bien méritée pour le tennis qui reprendra avec l'Open d'Australie en début d'année. Mais on leur souhaite du repos. Enfin, non, c'est pas totalement fini. Je m'avance un peu. Il reste la finale de la Coupe Davis. Enfin, les derniers matchs de Coupe Davis. Avec surtout les adieux de Rafael Nadal. Ça va être fantastique. Et après, on pourra définitivement couper avec le tennis. Mais voilà, ça, on attend la semaine prochaine. Ça va être fou, ça, à Malaga, en Espagne. Ça va être totalement dingue. Les adieux de Rafael Nadal au circuit. Oh là là, ça va être fou. On parle aussi un petit peu de l'équipe de France. L'équipe de France de tennis qui jouait face à la Colombie dans le cadre de la Billie Jean King Cup, voilà, l'ancêtre de la, enfin pas l'ancêtre, le renouveau de la Coupe Davis féminine, de la Fed Cup, je crois que ça s'appelait. Ouais, je crois que c'est la Fed Cup. Et bah la France qui a perdu face à la Colombie, et bah, c'est un peu, les Françaises, elles nous inquiètent, hein. Franchement c'est inquiétant le niveau, et du coup bah elles sont reléguées en deuxième division. Ça fait mal quand même pour le tennis français le tennis féminin français, je précise, parce que les mecs ça va plutôt bien, mais les filles ça fait mal au cœur, hein, de les voir comme ça perdre, qui ont été dominés du coup dans le double décisif final contre une paire. Enfin, je veux dire, même les joueurs françaises, on les connaît pas trop. Enfin, c'est Chloé Paquet, je sais même pas qui c'est, face à Clara Burel. Bon, Clara Burel, on connaît, mais Chloé Paquet, moi, j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, moi, je suis Roland Garros tous les ans, je regarde tous les tournois. Ouais, vous savez que je suis quand même assez actif niveau sport et niveau tennis. Je laisse pas sur tous les sports, je laisse pas le sport féminin de côté, mais là, c'est quand même inquiétant. Chloé Paquet, non, je savais pas qui c'était. Elles sont inclinées 6-3, 6-4 dans le double décisif à Bogota. Voilà. C'est dommage, je sais pas trop à dire. Je sais pas quoi trop dire, c'est carrément dommage et c'est triste surtout qu'elles vont encore se faire fusiller, les pauvres français, quoi. Les pauvres françaises, pardon. Et enfin, je veux dire, elles vont se faire fusiller au niveau que ce soit tactique, de leadership, d'impact sur la performance, leurs attitudes. Enfin, je veux dire, oh là là, ça va être terrible pour elles et j'espère qu'elles vont réussir à relever la tête, à se relever et à partir de l'avant, parce que là, franchement, j'ai pas l'habitude d'être critique, mais là, quand même, c'est quand même très inquiétant pour le tennis féminin. Bon, bref, assez, je vais pas m'acharner là-dessus, on va passer à autre chose et on va parler d'autre chose que du tennis. On va passer avec la dernière rubrique du jour, avec le basket. Tac. Et le basket, on a eu du championnat de France ce week-end, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Allez, une fois n'est pas coutume, on va se diriger chez les filles tranquillement. Voilà, on a eu des beaux matchs, dimanche dans l'après-midi, si je vous dis pas de bêtises. Alors, hop. Là, on y est, ça y est, j'ai retrouvé mes petits résultats. Et le leader Angers, invaincu, qui est le début de saison de la part des filles d'Angers, qui se déplaçait à Basketland. Donc un gros déplacement pour les joueuses d'Angers, qui se sont inclinées pour la première fois de la saison à Basketland.
sur le score de 81-65 après un gros troisième quart-temps des Landaises, 21-7 pour les Landaises. Voilà, première défaite de la saison pour Angers qui pour l'instant réalise un parcours de ouf et qui reste leader, hein, tout de même, faut le noter. Voilà, Basketland qui a imposé son statut quand même à la maison et qui l'emporte. Chartres, promu, a remporté sa première victoire dans l'élite. Ça fait plaisir pour elle face aux Flammes Carolo. La Roche-Vendée s'est également imposée à domicile face à Landerneau. Tarbes, gros succès de Tarbes face à Lasvel, porté par une grosse Camille Droguet. En pleine forme, Camille Droguet en ce moment. Grosse victoire des Tarbaises du coup face à Lasvel de Dominique Malonga. Ça va toujours pas mieux pour Villeneuve. Ouais, okay, franchement, Villeneuve, c'est quand même compliqué. C'est quand même très compliqué pour elle, passer de champion de France. Et là, elles sont dernières toute seule, 0 victoire. Franchement, ça fait mal au cœur. Villeneuve et les joueuses du Nord qui ont été battues par Charnay. Charnay-Bourgogne-Sud pour être précis, 67-64. Ouais, ça fait mal au cœur pour elle, hein. C'est franchement très compliqué. Et enfin, Bourges qui allait signer un succès important chez Latte Montpellier, voilà, un autre concurrent pour le titre, 86-75 pour les joueuses de Bourges, qui sont portées par une grosse, peut-être que j'arrête de dire une grosse, parce que j'ai l'habitude de dire ça, mais par une Pauline Astier en pleine forme. J'ai arrêté de dire grosse joueuse, enfin ça peut être pris très très mal, de manière péjorative. Voilà, Pauline Astier en pleine forme en ce moment, encore 16 points, 6 passes, 4 rebonds pour elle en 36 minutes de jeu, qui a été très forte en équipe de France aussi la semaine dernière, donc en pleine forme, Pauline Astier. Hop, on va passer maintenant au basket avec les hommes, les mecs. Et on avait du championnat de France aussi ce week-end. Et les équipes d'Euroleague qui ont joué dimanche, l'Asvel qui allait s'imposer assez aisément chez Gravelines Dunkerque. Grosse victoire encore portée par un Théo Malédon en pleine forme. Monaco par contre s'est fait surprendre et s'est fait siffler par sa salle après leur déconvenue à domicile face au Mans. Grosse victoire des Manceaux, mais Monaco qui chute à domicile. Franchement, c'est comme je vous le disais, hein, Monaco c'est tellement irrégulier en ce début de saison, c'est ouf, ça gagne, ça perd, ça gagne à l'extérieur, ça peut perdre à la maison, aussi bien en championnat qu'en Euroleague. Enfin, c'est les coéquipiers de Mac James un peu dans le dur, quoi, et ouais, une défaite face au Mans à la maison qui fait un peu tâche. Et Paris qui continue, pleine bourre. Énorme victoire des Parisiens, 106-74 face à Strasbourg à l'Adidas Arena. 6 victoires de suite en Euroleague. En championnat, ils sont deuxième, si je ne dis pas de bêtises. On va regarder ça. Ouais, deuxième place pour les Parisiens, à égalité avec Lasvel, 7 victoires, 2 défaites. Enfin, Paris, ils sont tout simplement exceptionnels, hein. En début de saison, ils sont impressionnants. Et franchement, c'est ouais. Surtout, j'ai même plus les mots. Surtout, je pense à Nadir Refi, là, qui a lâché 29 points, il me semble, en 22 minutes, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref, lui, c'est un grand fou, encore une fois. Mais Paris, qui marche sur l'eau en ce moment, et écoutez, ça fait déjà en Euroleague, ça fait plaisir de les voir aussi haut, et en championnat de France, tant mieux pour eux qui continuent à dominer comme ça. Et dans les autres rencontres, on a eu la victoire à l'extérieur pour Bourg-en-Bresse sur le parquet de Chalon dans le derby. Voilà, belle victoire des Burgiens. Ça n'a pas été facile face à Chalon qui a été accrocheur et qui se bat pour aller se maintenir. Ils ne lâchent rien, les joueurs de Savo Vucevic, voilà, qui ont failli faire tomber Bourg-en-Bresse, mais Bourg-en-Bresse qui a fini par l'emporter et qui du coup se place 4ème à égalité de bilan avec Monaco et Saint-Quentin, 6ème Saint-Quentin, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme victoire? La victoire de Nanterre. C'était vendredi soir, il me semble, donc ça remonte un petit peu face à La Rochelle. Dijon s'est incliné encore une fois à la maison. Très inquiétant aussi pour Dijon qui s'est incliné face à Saint-Quentin. Voilà, c'était face à Saint-Quentin. Voilà, les Dijonnais de Laurent Leniam qui ont signé quand même le retour de Grégor Rovat, mais qui s'inclinent quand même à la maison. Inquiétant aussi pour Dijon. Surtout le discours de Laurent Leniam, moi j'adhère pas du tout, mais en fait à chaque fois il mitraille ses joueurs en conférence de presse, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode à adopter, surtout quand on est 14e et on est seulement je veux dire, Chalon ils sont à 7 victoires pour 2 victoires pour 7 défaites, je vais y arriver, tandis que Dijon est à 2 victoires pour 6 défaites, donc ils ont un match en moins, mais s'ils perdent le prochain, ils seront à égalité avec Chalon et ça va jouer la 15e place, donc moi j'aurais plutôt été dans l'encouragement que dans le fusillage, mais bon, c'est un peu grossier comme je vous le dis, mais je pense que vous avez compris l'idée, quoi. Voilà, après c'est sa méthode, je ne critique pas, il est à une place où je n'atteindrai jamais, donc respectons son travail et en espérant que la JDA aille mieux.
Qu'est-ce qu'on peut finir? On peut finir sur la NBA, bien évidemment. On va finir sur la NBA, hop. Et on va parler pour commencer de Cleveland. Hein. Je pense que Cleveland, c'est assez exceptionnel ce qu'ils nous font. 15 victoires, 0 défaites pour les coéquipiers de Donovan Mitchell et de Darius Garland. Deuxième meilleur départ de l'histoire de toute la NBA. Le meilleur départ, c'était les Warriors avec un 24-0. Là, ils sont à 15-0, les Cavaliers. Waouh, impressionnant. Enfin, personne n'aurait prédit qu'ils soient là à ce moment-là. Donc, franchement, tout roule pour eux à l'Est. Et ça va très très bien pour eux. Attention, un petit peu de son. Hop là. Et ouais, franchement, c'est ouf ce qu'ils réalisent. Tac. Dans une conférence S, du coup dominée par les Cavaliers, suivi de près quand même par les Celtics avec 11 victoires pour 3 défaites. Gros, quand même très beau début de saison des Celtics, on va pas se mentir. Et derrière aussi on peut parler quand même des Pistons, 5e de la conférence, tranquillement, 7 victoires, 8 défaites, presque un bilan à égalité. Voilà, le différentiel entre l'Est et l'Ouest est fou parce que t'es en négatif à l'Est, t'es 5e. Je pense qu'à l'Ouest, t'as beau être en positif, tu peux être 10e. Ouais, c'est quand même fou entre les deux conférences. Les Bucks qui vont quand même pas très bien, on peut en parler. 4 victoires, 9 défaites, tout comme les Sixers, 2 victoires, 10 défaites. C'est waouh! Les Sixers, avec l'équipe qu'ils ont, c'est quand même fou. Joel Embiid qui est revenu, Paul George qui est revenu. C'est quand même pas très bien pour les Sixers. Après, côté français, avec les Hawks, 7e, 6 victoires, 8 défaites. 7e position, du coup, de la conférence Est, qui sont pas trop mal. Charlotte, qui réalise un pas trop mauvais début de saison, 5 victoires, 8 défaites, porté par la Melo Ball et un gros français, Moussa Diabaté, qui est en pleine forme, qui signe double-double sur double-double. Donc ça fait plaisir pour lui, ce qu'on ne l'attendait pas, et franchement, il répond présent. À l'Ouest, première place glanée par les Golden State Warriors avec 10 victoires et 2 petites défaites, suivi du Thunder d'Oklahoma City, 11 victoires pour 3 défaites en 14 matchs. Houston aussi, petite surprise, les Rockets, 10 victoires, 4 défaites pour les Rockets, franchement qui marchent bien début de saison. C'est assez surprenant. Et dans le reste du classement, c'est assez serré. Il y a plein d'équipes. Vous voyez, les Clippers, ils sont en 7-7, ils sont 11e de la conférence. Pour vous dire que le niveau est fou dans cette conférence. Et les Spurs de Wembanyama, 6 victoires, 8 défaites pour les Spurs qui sont 12e de la conférence et qui se maintiennent à proximité des playoffs, mais bon, ça va être compliqué pour eux, je pense, parce que là, la 8e position, elle est occupée par les Timberwolves de Rudy Gobert et Anthony Edwards, qui sont à 8 victoires sur défaites, donc il y a déjà 4 victoires d'écart. Enfin, ça va très vite, ça va très très vite, donc ça va être compliqué pour eux. Voilà ce qu'on peut dire sur la NBA cette semaine. Il n'y a pas eu forcément des affiches transcendantes, ni des grosses perfs, mis à part les 50 points de Victor Wembanyama, que je n'ai parlé également dans les actus du jour cette semaine. Donc voilà, écoutez, nous sommes à 40 minutes presque d'enregistrement. Pour moi, on a fait le tour du week-end sportif. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on a déjà bien parlé tous ensemble. J'espère que j'ai été complet, que j'ai été compréhensif et que vous avez toutes les informations pour débuter la semaine sur les bons rails. Écoutez, nous sommes le lundi 18 novembre, il est 18h33, pardon. C'est le moment pour moi de conclure cette émission du Big Show. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Restez bien au chaud parce qu'ils annoncent pas des températures folles et de la neige peut-être. Donc voilà, restez bien au chaud, restez bien couverts où que vous soyez. Portez-vous bien, passez une très bonne semaine. On se retrouve tous les jours de la semaine, je vous le rappelle, du lundi au vendredi, tous les jours, votre podcast en moins de 5 minutes qui résume toute l'actu sportive du jour. Voilà, restez connectés, continuez de vous abonner sur YouTube. On a passé les 100 abonnés, ça c'est incroyable, j'en ai pas parlé, je suis trop content. Je suis trop content, 100 abonnés, ça fait plaisir en un mois. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Restez connectés, allez mettre des j'aime sur les vidéos, abonnez-vous sur Instagram, sur TikTok, un peu partout. J'essaie d'être le plus actif possible. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Très belle semaine à toutes et à tous. On se retrouve dès demain, mardi 19 novembre, pour les actus sportifs du jour. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée, très bonne journée à toutes et à tous. C'était Hugo pour le Combo Sportif. Ciao tout le monde.